Je crois que je vais commencer parce que moi je vais aborder des généralités tandis que Cécile va évoquer un sujet plus particulier. Alors c'est vrai que je me suis intéressée à la question du féminisme et dans mes activités de journaliste, et j'en ai même fait un livre qui s'appelle Adieu Simone. Et moi je ne suis pas historienne, donc je n'ai pas étudié le féminisme depuis l'âge des cavernes ni du temps d'Olympe de Gouges. Je me suis occupée du féminisme tel qu'il est apparu à peu près au moment de mai 68, et il se trouve qu'il correspond bien au thème d'aujourd'hui, puisque féministe de gauche est un pléonasme. Alors la vérité est qu'il ne suffira pas d'une heure pour décrire tout le mal que la gauche a fait à la femme, et pas seulement la gauche, mais la doxa de gauche, parce que c'est un peu simple de dire la gauche, c'est-à-dire la doxa de gauche au sens large, qui imprègne aussi une large partie de ce que l'on appelle la droite. Et la vérité est que, servie par ces soubrettes empressées que sont les féministes, la gauche est coupable d'avoir escroqué les femmes. Elle est coupable de plusieurs façons. Elle leur a menti. Elle a prétendu les défendre quand elles ne servaient que ses intérêts électoraux, on va le voir. Elle est coupable de mensonges par diversion, c'est-à-dire qu'elle a focalisé l'attention, vous me passerez l'expression, sur des chiures de mouches, alors que sans importance dont serait coupable notre société occidentale patriarcale. Alors par exemple, je vous cite l'exemple de ce député qui a osé dire Monsieur le Président au lieu, Madame le Président au lieu de Madame la Présidente. Donc alors, il s'est attiré des foudres incroyables, il s'est vu retirer un quart de son indemnité parlementaire. Et donc, elle détourne le regard des femmes d'autres dangers bien plus importants que vous imaginez qui arrivent actuellement et qu'elle se prend de plein fouet. Et évidemment, elle l'a fait, le féminisme de gauche a fait cela pour éviter de froisser le nouvel électorat, le nouveau prolétariat de la gauche, cet électorat exotique qu'il s'agit de ne pas chiffonner. Elle est coupable aussi d'avoir nié leur identité et de les avoir mises sous une tutelle idéologique à travers une libération forcée qui est un peu le pendant de vous savez, on parlait la Boétie, la servitude volontaire, maintenant on a découvert la libération forcée, et cet oxymore a été délétère pour la femme. Elle est coupable aussi de les avoir dépréciées par la libération sexuelle, on va le voir, et de les avoir dépouillées et mises physiquement en danger par le laxisme judiciaire. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais une femme n'est l'égale de l'homme que sur le plan intellectuel. Et donc elle ne peut l'être que s'il y a un climat sécuritaire autour d'elle, un climat physique. Si on revient à la loi de la jungle, je vais l'expliquer, il est évident qu'on revient à une inégalité homme-femme particulièrement frappante. Et puis évidemment, elle est coupable de les avoir laissés toujours plus démunis face à l'islam impérieux. Alors parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, de la libération sexuelle. Alors c'est un sujet difficile, mais je pense qu'il faut quand même y réfléchir. C'est un sujet que toute fille, même sans formation philosophique, même sans point de vue moral, même sans considération religieuse, je pense que toute fille peut y être sensible. La gauche a beaucoup œuvré pour la libération sexuelle. Alors c'est vrai que c'est fini, on a beaucoup ri des deux tourtereaux rougissants, à chacun un bout du canapé avec mémé qui tricote au milieu. Alors ça, c'est vraiment fini. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne voit plus d'amoureux sur les bancs publics, chanté par Georges Brassens. Pourquoi on n'en voit plus ? Parce qu'ils couchent tout de suite dans une chambre d'étudiants. Pourquoi s'enquiquiner dans le froid sur un banc alors qu'on peut aller dans une chambre à côté du convecteur, dans la chambre d'étudiants ? Donc avec mai 68, toutes les conventions sont tombées. Donc plus de simagrées puritaines, de préliminaires fastidieux, plus de cours laborieuses. Si une fille rechigne, elle est au choix une allumeuse ou bien une coincée. Je me souviens de ce livre, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, écrit par un ancien homosexuel qui s'appelle « Ne deviens pas gay, tu finiras triste ». Et il explique que certains hommes viennent à l'homosexualité parce que les rapports entre hommes sont plus simples. C'est-à-dire que quand on va dans une boîte gay, on sait pourquoi on y va. Alors qu'avec les femmes, il faut les emmener au cinéma, il faut leur offrir des bouquets de fleurs, il faut écouter leurs confidences, il faut leur téléphoner. Et à la fin, on n'est même pas sûr du résultat. Donc, on voit bien que
cette sexualité très directe, tu veux ou tu veux pas, binaire, qui d'ailleurs laisse que la presse féminine encourage en laissant imaginer que les femmes fonctionnent aussi comme ça, eh bien on voit que c'est un fonctionnement intrinsèquement masculin. Donc qui a gagné dans la libération sexuelle? Les hommes. Et je suis intimement convaincue que beaucoup de jeunes filles le sentent confusément, mais n'ont pas le courage et les mots pour le dire, surtout. Donc la fin de la cour, la crudité et la vulgarité des échanges verbaux. Moi, quand je vois Nicolas Bedos qui traite sur un plateau, pardonnez-moi l'expression, une étudiante de pute, et il dit après, quand les gens protestent, il est quand même chroniqueur dans Elle, hein, il dit « Ah mais oui, mais c'était un mot doux, je la draguais ». Là, ça s'appelle un compliment, vous voyez ? Eh bien, il est évident que ça crée des malentendus, toutes ces étapes intermédiaires surtout qui sont écrasées, ça crée des malentendus quant au consentement. On le lit sur les blogs des jeunes filles et il paraît que les policiers appellent ça des mioles, des demi-viols, c'est-à-dire que il s'est écoulé tellement peu de temps que la fille a dit oui, non, le garçon a cru oui, enfin bon, voilà. Donc on se rend compte que de tout cela, c'est plutôt l'homme que la femme qui sort vainqueur. Et les filles ont-elles le choix? Eh bien, écoutez, apparemment, elles s'adaptent. Il n'empêche que lorsqu'elles sont entre elles, elles n'aiment rien tant que regarder Downton Abbey, Guerre, épée ou Orgueil et préjugés, peuplées de jeunes filles, de jeunes gens qui effleurent les doigts des jeunes filles, leur écrivent des lettres enflammées et pudiques, s'inclinent devant elles pour les inviter à danser et leur tiennent leur chaise pour qu'elles s'assoient. Donc je vous demande, qui de l'homme ou de la femme cette libération sexuelle a-t-elle servi? Et d'ailleurs, Jacques Séguéla, vous savez que Jacques Séguéla, c'est un peu le Saint-Jean Chrysostome de la gauche, il dit toujours ce que tout le monde pense tout bas, c'est-à-dire, par exemple, il a dit l'affaire de la Rolex, tout le monde le pensait, mais ça, il ne fallait pas le dire, voilà. Donc là, il a dit, pour défendre Baupin, vous savez, Baupin qui a été accusé de faire du harcèlement sexuel, il a dit, mais les Verts sont nés de l'amour libre, il y a un discours un peu hippie et cervelé qui a prêté à ça. Mais il avait raison. Alors les féministes, elles se drapent dans leur vertu, elles cherchent des coupables, elles veulent diligenter des enquêtes, mais le responsable, on le connaît, c'est la société libertaire, née bien sûr de mai 68. Et cette libération sexuelle, évidemment, n'a été permise que par le traitement de la fécondité. Parce que vous savez que la fécondité est une maladie. La fécondité est une maladie qui est une affection chronique, comme l'asthme ou le diabète. Voilà, donc... La vérité, c'est que la fécondité, autrefois, ça faisait du corps de la femme un temple où naissait et grandissait la vie, un temple sacré qui était un peu symbolisé par la chanson de Renaud « J'aurais beau être pédé comme un phoque, je ne serai jamais en cloque ». Voilà. Eh bien, ça donnait une force symbolique à la femme qui venait contrebalancer la puissance physique de l'homme. Eh bien, ce temple, il est devenu un sanatorium. Et... c'est pas besoin d'être un grand prof agrégé de médecine pour deviner que cette prise au long cours d'hormones ne peut pas être sans conséquences. Je crois que dans la vie d'une femme féconde, prendre la pilule pendant toute cette période de vie féconde, ça représente quand même 8000 comprimés. Bon. Donc on imagine que ce n'est pas anodin. Donc à l'heure où on ne souhaite pas ça, où n'importe quel boucher hardiscout n'accepterait pas ça pour ses beefsteaks, pourquoi l'accepte-t-on pour la femme ? Alors le problème est que pour la gauche, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise écologie. Alors la bonne écologie s'arrête là où commence l'idéologie. Donc Greenpeace, oui, green sex, non. Alors les scandales sanitaires ont déjà commencé, hein, on l'a vu avec la pilule de 3e génération, mais tout ça, on en a cure, et d'ailleurs elle est revenue sur le marché avec simplement une petite phrase supplémentaire dans la notice. Vient ensuite la pilule du lendemain, qui est potentiellement un avortement, vous le savez. Donc la pilule du lendemain, vous savez qu'elle est en libre service, pour ainsi dire. Elle est distribuée comme une pastille Strepsil par les infirmières scolaires et les pharmaciens. Alors ce qui est quand même complètement incroyable, parce que vous, si vous avez des enfants en bas âge, vous le savez, la maîtresse n'a plus le droit de mettre ne serait-ce que du mercurochrome sur une plaie d'enfant actuellement, quand il tombe dans la cour de récréation. Mais en revanche, donner la pilule du lendemain, ça ne pose aucun problème. Et il n'y a aucun contrôle. Alors que on sait que 43% des jeunes filles de 15 à 19 ans l'ont déjà prise.
Le dosage hormonal y est 40 fois supérieur à celle d'une pilule contraceptive normale, et nombreux sont les membres du corps médical, sans être spécialement pro-vie ou je ne sais quoi, ou catholique, ou à s'en inquiéter, parce qu'il est évident qu'on laisse ça à la discrétion des jeunes filles. Aucun pharmacien ne peut leur dire « mais dis-moi, est-ce que tu n'en as pas pris une hier et avant-hier ?» Ils peuvent y aller tous les jours, en changeant de pharmacien, d'infirmière, et donc à l'insu des parents. À l'insu des parents. Et quelle féministe dénonce, quelle femme de gauche, quel ministre dénonce ce qui est quand même un scandale sanitaire spécifiquement orienté sur les jeunes filles? Eh bien, personne. Alors on va me dire, oui, mais aucun médicament n'est anodin, tous comportent des risques et que l'on prend sciemment parce que la balance entre le risque-bénéfice penche en faveur du bénéfice. Sauf que, la fécondité n'est pas une maladie, pourquoi la soigner? Voilà. Alors vient enfin l'épineuse question de l'avortement. L'avortement, c'est le symbole par excellence de la libération sexuelle. Alors là encore, considérons l'avortement sans aucune considération morale, simplement du point de vue de la femme, vous voyez, rien que de la femme. Puisqu'il a admis, gravé dans le marbre, c'est un dogme de foi, que l'avortement est le meilleur ami de la femme. Donc si vous prétendez le contraire, vous êtes brûlé en place de grève. Voilà. Alors, est-ce que c'est réellement l'ami de la femme, l'IVG? Alors, on peut prendre deux aspects, l'aspect macro-sociologique. Donc, vous voyez, en janvier 2014, une enquête a révélé que ce que l'on appelle le généricide ou féminicide in utero commence à toucher l'Angleterre. Il manquerait entre 1400 et 4700 filles en Angleterre et au Pays de Galles pour cause d'avortement sélectif. Un phénomène qui jusque-là était réservé dans les pays exotiques, disons. Eh bien, pourquoi? Parce que si chez les occidentaux de souche, on aime plutôt avoir des filles, eh bien, ce n'est pas le cas des populations allochtones qui s'installent progressivement en Europe. Alors, vous voyez, en novembre 2014, l'Assemblée nationale a réaffirmé l'IVG comme droit fondamental pour toutes les femmes, mais encore faut-il qu'il leur donne le droit de naître. À quoi bon vouloir en faire des pilotes de chasse, les envoyer sur la Lune et que sais-je encore, si elles n'ont pas le droit de naître? Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie incohérence. Alors, on nous dit qu'en France, que pour le moment, il n'y a aucun déséquilibre dans le nombre des naissances. Mais on peut dire encore, parce que les Français vont être vieux garçons comme les Anglais. Ça va se passer aussi. Parce qu'en supprimant la notion de détresse en juillet 2014, ça veut dire qu'on peut demander l'avortement, quelle que soit la cause. Le médecin n'a pas à vous demander. Donc, si c'est parce que vous attendez une fille, ça ne posera pas de problème. Donc, est-ce que ce droit fondamental pour la femme, qui est l'avortement, ne contrevient pas à un droit pour la femme encore plus fondamental, qui est celui de voir le jour? Voilà, ce qui paraît élémentaire. Alors, ça, c'est l'aspect macro-sociologique. Mais prenons un aspect plus micro, c'est-à-dire les répercussions intimes sur chaque femme. Donc, on sait qu'en novembre 2014, le délit d'entrave a été élargi. Bon, ça, je laisserai peut-être Cécile en parler plus longuement. Et pareil pour le délai de réflexion qui a été supprimé. C'est quand même absolument incroyable. La présidente de la délégation aux droits de la femme a dit que ce délai de réflexion serait infantilisant. Alors c'est vrai qu'on se gratte la tête parce que ce qui est infantilisant, c'est de faire les choses sous l'impulsion. Quand un petit enfant traverse sans réfléchir, on lui dit justement, réfléchis, regarde s'il y a des voitures, réfléchis. L'étudiant qui va appuyer sur APB, on lui dit, t'as bien réfléchi avant d'appuyer. Et pareil, quand on achète un lave-vaisselle, même chose quand on achète un appart, on a même un délai de rétractation. L'IVG, c'est le seul acte de la vie d'un être humain pour lequel la réflexion serait une mauvaise chose. Bon. Alors, après cette libération sexuelle, on peut aussi parler des violences faites aux femmes, selon l'expression consacrée chère aux féministes. Alors, il faut lutter contre les violences faites aux femmes, c'est très bien, je suis d'accord. Mais voyez-vous, le 20 juin 2014, une coïncidence m'a frappée. Alors que l'on débattait à l'Assemblée du projet de loi égalité hommes-femmes, se tenait le procès d'Alain Pénin, violeur récidiviste, condamné à 10 ans de prison et relâché au bout de 3, assassin de la jeune joggeuse Natacha Mougel. Et on se dit, voyez, les stéréotypes sexuels, ils ont la vie dure. Les féministes ont beau œuvrer, parce que c'est très agaçant, c'est toujours les gros bras qui violent les jeunes filles et pas l'inverse. Il n'y a pas de féminin homo-violeur. Donc, si ce gouvernement était honnête, s'il voulait vraiment penser à un projet de loi égalité homme-femme, il ferait en sorte qu'en France, une femme puisse circuler aussi librement qu'un homme.
C'est-à-dire qu'il prendrait la réforme judiciaire à bras-le-corps avec la question de la libération conditionnelle, comme l'a fait Christiane Taubira, mais dans le sens rigoureusement inverse. Donc, je vais vous citer les chiffres bien connus de ce livre de Laurent Oberton, La France orange mécanique. Toutes les 24 heures, 13 000 vols, 2 000 agressions, 200 viols. Donc, c'est plus une société, c'est une jungle à ce stade. Et dans la jungle, eh bien, s'exerce le droit du plus fort. Et la première victime, c'est le plus faible physiquement, donc la femme. Mais l'incohérence la plus frappante, la plus incroyable, la plus ubuesque du gauchisme, du fémino-gauchisme, du gaucho-féminisme, dans le sens que vous voulez, est son extrême complaisance vis-à-vis de l'islam. Alors, voyez, en février 2010, un article de Marianne intitulé « Voile les indignations sélectives des féministes françaises » relevait déjà ce paradoxe. Celles qui naguère brûlaient les soutiens-gorge considèrent-elles que le hijab est inifugé. D'où vient donc que les féministes françaises se sentent gênées aux entournures lorsqu'il est question de voile? Craignent-elles de passer pour islamophobes? Les mêmes, il y a quelques années, ne craignaient pas tant les catholiques. Alors, comment le nier? Les féministes n'ont pas de mots assez durs pour la religion catholique. Ignorant avec superbe quand même une réalité, c'est que s'il y a une religion qui a permis à la femme de relever la tête, c'est bien celle-là. Voilà, même saint Paul, réputé pour le vulgum pecus d'entre nous, il est réputé pour être le plus misogyne de tous. Il a dit « il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni grec, ni juif. Il n'y a que plus que des personnes toutes égales aux yeux de Dieu. » Donc c'est le christianisme qui a instauré le mariage monogame avec consentement mutuel. Et comme le dit l'historienne Anne-Marie Pelletier dans son livre « Le christianisme et les femmes », ce n'est pas un hasard si ce sont des sociétés dont l'héritage est chrétien, qui ont vu naître les premières revendications féministes, les premières requêtes féministes, parce qu'il y avait un terreau favorable. Et comme le glisse aussi finement Régine Pernoud dans son livre « La femme au temps des cathédrales », ce n'est pas un hasard non plus si toute l'Europe a été christianisée, a été convertie par l'influence des reines chrétiennes, comme Clotilde de France, Edwige en Pologne, Berthe en Angleterre, etc. Parce que si leur conversion était sans doute sincère, elles y trouvaient aussi leur intérêt en tant que femmes. Parce que le christianisme offrait une position à la femme qu'elle n'avait pas avant. Et du reste de celles à Nietzsche, en passant par Zemmour même, dans son essai « Le premier sexe », nombre de penseurs ont reproché au christianisme d'avoir émasculé notre civilisation, de l'avoir efféminée. On peut penser que c'est peut-être vrai, et il n'empêche qu'il y a eu une adéquation entre la société chrétienne et les femmes indiscutable. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser nos sociétés occidentales. On cite souvent le 19e qui a été un siècle de tutelle pour la femme, notamment, mais ce n'est pas à cause de la religion chrétienne qu'elles ont été peut-être un petit peu confinées, mais bien malgré elles. Or, on ne peut pas en dire autant de l'islam. Et en 2014, sur RFI, Lydia Guirous déclarait « Aujourd'hui, il y a des quartiers devenus halal où les femmes doivent raser les murs. La réalité, c'est que dans les périphéries des grandes villes, dans certains quartiers, c'est un défilé permanent de filles en burqa. » Donc, évidemment, que disent les féministes? Eh bien, elles ne disent rien. Pour prendre un exemple récent, le roi d'Arabie Saoudite s'est rendu l'an dernier sur une plage française. Il a fait privatiser la plage. Il a exigé que les CRS féminins soient écartés. Personne n'a trouvé rien à redire. Autre exemple, cet été et l'été dernier, au moment où les jeunes filles, les familles reviennent au Maghreb, une association a recommandé aux jeunes filles françaises de mettre une petite cuillère dans leurs vêtements pour faire sonner les portiques de l'aéroport, parce que certaines sont emmenées là-bas pour être mariées de force, et donc c'est un moyen d'alerter la police. Donc c'est une association française qui a recommandé ça aux jeunes filles françaises. Donc où sont les féministes? Et puis la vérité, c'est qu'au-delà de la question du voile, on parle beaucoup du burkini, du voile, mais l'image et le statut de la femme tels qu'ils sont véhiculés par l'islam, et dans ces pays-là, ont des conséquences concrètes immédiates pour les femmes occidentales.
parce que vous savez très bien qu'une femme qui voyage, le guide du routard, qui n'est pas spécialement un guide d'extrême droite, leur recommande, quand elles vont au Maghreb, par exemple, de se voiler, pas de se voiler, pas encore, dans certains quartiers, dans certains endroits si, mais de ne pas être dans tenue légère, de se couvrir les épaules, les jambes, etc. Parce que le regard que l'on porte sur la femme n'est pas le même que chez nous. Mais pourquoi imaginer que les gens qui arrivent chez nous changeraient de mœurs comme ils poseraient leur vieux godillot crotté sur le bord de la frontière? Évidemment, ils les gardent, ces mœurs-là. Et comment les féministes n'ont pas pu l'anticiper? Aucune n'a semblé prévoir, aucune féministe de gauche, encore une fois, c'est un pléonasme, n'a anticipé que l'afflux massif de cette population signerait inexorablement le reflux en proportion des droits de la femme. Alors à Cologne, le réveil a été un peu brutal. Et alors, vous savez comment sont les Allemands, ils essaient d'apporter des réponses pratiques, tout en finesse. Donc, ils ont publié un guide, j'avoue que je l'ai trouvé quand même assez cocasse, mais un peu triste, dans un vaste projet qui s'appelle Ankommen, donc arrivé, mis en œuvre par le gouvernement fédéral allemand. Donc, en quoi consiste-t-il? En un ensemble de 14 dessins mettant en scène des moments de la vie courante, mais aussi des comportements violents barrés d'une croix orange. C'est-à-dire que c'est des pictogrammes, donc on vous dit là c'est bien, là c'est pas bien, pour montrer ce qu'on fait, ce qui se fait en Allemagne, ce qu'on peut faire avec les femmes et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, en se disant que ce mode d'emploi va suffire à pallier, à remplacer une culture bimillénaire. Voilà. Mais on se dit quand même... cet abrégé de savoir-vivre qui ressemble furieusement à un guide d'utilisation de lave-linge Miele ou Bosch, vous voyez, laisse perplexe parce qu'on se dit mais où sont Tristan et Iseult, la princesse de Clèves, le lys dans la vallée, Cyrano de Bergerac, et pour rester couleur locale, les souffrances du jeune Werther. Donc les femmes occidentales seraient des espèces de lave-vaisselle avec quelques boutons sommaires à connaître et 2 ou 3 manipulations malheureuses, complètement fair-bottom, susceptibles d'endommager le matériel. Voilà. Donc vous voyez que c'est une image de la femme qui est quand même pas très sympathique. Alors, continuons de parler de Cologne. L'embarras des féministes à travers toute l'Europe et notamment en France a été remarquable. Il faut souligner qu'Elisabeth Badinter a eu le courage de le souligner. Et il faut le dire, parce que sinon les autres, elles étaient aux abonnés absentes. Par exemple, il y a eu quand même un tweet assez croquignolet de Clémentine Autain qui a renvoyé aux Allemandes violées par les soldats soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Venant d'une communiste, on a envie de lui dire c'est maintenant que tu t'en rends compte. Voilà. Et puis, on ne voit pas pourquoi les viols qu'auraient subis les grands-mères excuseraient ceux que subissent les petites filles. Bon. Voilà. Et puis, surtout, Caroline de Haas, fondatrice du mouvement Oser le féminisme, elle a dit « Ceux qui me disent que les agressions en Allemagne sont dues à l'arrivée des migrants, allez déverser votre merde raciste. » Voilà, donc ça au moins c'est clair. Elle ose pas le féminisme forcément, elle ose surtout le carriérisme, parce qu'il faut faire carrière à gauche. Mais voilà celles qui sont censées défendre et protéger la cause des femmes. Donc, mais on le voit bien, le problème c'est qu'il faut ménager l'électorat et il serait dommage pour une bête histoire de bonnes femmes de les mettre à dos. Donc vous voyez que avec des protectrices de ce genre-là, ce n'est pas gagné. Je vais vous citer d'ailleurs un exemple récent. Laurence Rossignol, à l'occasion de la journée, vous savez, elle a lancé une grande campagne contre le sexisme avec Julie Gaillet, il y aurait beaucoup à dire, comme marraine, mais bon, passons, je ne vais pas en parler. Et avec le slogan « Le sexisme, c'est pas notre genre », vous voyez le jeu de mots, très drôle. Et donc elle a donné une interview dans Grazia, grande revue intellectuelle, et ils lui ont dit « Bon, mais voilà, ça fait 40 ans que vous êtes au MLF, que diriez-vous? Quel constat feriez-vous ?» Alors elle dit « Ah oui, il y a eu des belles avancées, mais quand même, j'aurais pas pu prévoir la montée de l'intégrisme religieux. » Et là, elle donne un exemple. LMPT, évidemment. On vous dit intégrisme religieux en 2016, vous dites immédiatement la manif pour tous. Ce qui fait évidemment refluer la condition féminine. Et puis, alors c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, je ne veux pas monopoliser le temps de parole, donc je vais arrêter, mais pour leur défense, et pour être gentille, mais c'est un peu vrai quand même, c'est que le logiciel féministe, un peu comme le logiciel laïcité,
n'est pas bug avec l'islam. En fait, on l'a dit tout à l'heure, le féminisme est né est né sur des terres chrétiennes parce qu'il y avait le terreau. Vous savez, on cite toujours cette phrase de Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles. Le féminisme est typiquement une vertu chrétienne devenue folle. Donc, même si elles se sont opposées à l'Église, elles se sont modelées contre elle. Elles l'ont en creux. Elles s'y sont adossées, comme la laïcité. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et pareil, de la même façon, la laïcité bug. Donc on essaie d'enfiler une camisole de force sur l'islam, mais dans laquelle il fait craquer les coutures parce qu'elle n'était pas faite pour lui. Alors vous me direz, le sujet d'aujourd'hui, c'est la reconquête. Mais la moitié de cet auditoire se dit peut-être, elle est gentille avec ses histoires de bonnes femmes, elle veut défendre les femmes, la condition féminine. Bon, mais en quoi ça nous concerne ? Eh bien, je dirais quand même deux choses, peut-être en prolongement de ce qui a été dit ce matin. C'est qu'on dit que les femmes votent à gauche pour des raisons altruistes, parce qu'elles sont plus gentilles que les autres et que la gauche, c'est gentil. Eh bien, je crois qu'il faut leur montrer, il n'est pas besoin d'être un grand philosophe pour cela, que la gauche a laissé tomber les femmes, voire a signé leur arrêt de mort. Voilà. Et le deuxième point, c'est que on parle souvent, c'est le sujet du grand remplacement, mais on ne peut être remplacé que si on laisse la place. Donc, si on nie l'identité des femmes, si on met une burqa chimique sur leur fécondité, eh bien, évidemment, on laisse la place libre. On a dit pendant longtemps, il y a 200 000 avortements en France, il y a 200 000 immigrés qui arrivent tous les ans. Je crois que les chiffres doivent être loin de la vérité maintenant. Parce que, donc je pense que c'est une question absolument fondamentale. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est vrai. Dans cette émission, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un représentant de la communauté féminine qui s'est permis de dire qu'il n'y a pas de femmes maghrébines qui sont violées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont voilées et elles ne sont pas en tenue légère. C'est un appel un petit peu, à travers ce qu'on a dit ce matin, à l'islamisation des Français. Vous avez bien raison. Bonne remarque. Merci, monsieur. Il y a des questions. Ce dont vous avez parlé, c'est le terrorisme au quotidien, c'est-à-dire toutes les vexations que subissent les Français. Et là, l'islam, les coloniés, s'il n'y a pas l'islam, ce serait autre chose, c'est la haine de la France. Le problème, c'est l'immigration. Voilà, parce que l'islam, dans d'autres régions, par exemple, je pense au Hezbollah, qui protège les chrétiens d'Orient. Non, je veux dire, en tout cas, c'est que moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est l'islam en France et ses conséquences sur les femmes occidentales. C'est le sujet que je connais, voilà. Ouais. On va prendre les questions à la fin, s'il vous plaît. On va laisser chacun le faire et puis après on discutera éventuellement du Hezbollah autour d'un café. Bon, je crois que... Peut-être après... Je ne suis pas qualifiée pour y répondre puisque le sujet, c'est le féminisme. J'avoue que moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la condition féminine en France. C'est le seul sujet que je connais, donc je ne m'aventurerai pas à donner des réponses hasardeuses sur d'autres sujets. Mais je crois que j'en parle largement, de l'immigration. Oui. Je crois que je vais prendre la suite de Gabrielle Cluzel et laisser les questions pour après. Gabrielle, que je remercie pour cette intervention très éclairante et
plein de punch qui me laisse du coup une place facile puisque je n'ai plus besoin de vous réveiller après le déjeuner. Je crois que Madame Cluzel l'a très bien fait. Voilà, donc j'en profite pour remercier bien sûr chaleureusement Monsieur Bompard de m'avoir convié ici et ainsi que toute l'équipe de la Ligue du Sud, parce que je reconnais que j'ai été très bien accueillie et que c'est très agréable d'être bien accueillie. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement. C'est encore plus une joie pour moi d'être ici avec vous, parce que peu le savent, mais je reviens de plusieurs années d'expatriation en Afrique, notamment au Sénégal. Et même si je revenais de temps en temps en France, ça me fait très plaisir de pouvoir me réengager. Enfin, j'ai toujours été engagée, mais m'engager encore plus, je dirais, dans la cité, dans notre beau pays. On en parlait ce matin, notre beau pays qu'est la France. Et donc, j'ai bien l'intention, maintenant que je suis à Paris, de mettre les bouchées doubles pour faire valoir nos valeurs. Et donc, en tout cas, une des valeurs fondamentales qui est un peu mon cheval de bataille, vous l'aurez compris, c'est le respect de la vie, le respect de la vie naissante en particulier. Je suis donc présidente de l'association, on vous l'a dit, Charles de Meyer vous l'a dit tout à l'heure, l'association Choisir la vie qui existe depuis 82. Donc je ne suis pas la fondatrice comme c'est écrit dans le programme parce que j'étais un petit peu petite, mais c'est mon père qui a créé cette association et donc j'ai pris sa relève quand il est décédé en 2002. Lors de l'attentat de Nanterre, il était conseiller municipal. Je le dis à chaque fois parce que c'est une manière de lui rendre hommage aussi. Lui qui avait milité pendant 20 ans sans arrêt, jour et nuit, je tiens à le dire parce que j'étais petite, j'ai été témoin de son engagement. Voilà, c'est une manière de lui rendre hommage. J'ai pris sa suite en 2002 et depuis, je n'ai pas cessé avec une équipe à Paris et aussi dans différentes villes de province. Donc voilà, alors à Choisir la vie, on essaye d'agir concrètement pour empêcher le meurtre, j'emploie volontairement le meurtre, je crois qu'aujourd'hui on est là pour dire la vérité, donc le meurtre de ces enfants dans le ventre de leur mère, ce qui est un scandale de toute une génération, même de plusieurs maintenant, puisque la loi sur l'avortement c'était en 75, 17 janvier 75, et donc on essaye par des campagnes d'affichage que vous verrez un petit peu là-haut si vous avez été sur le stand de Choisir la vie, des campagnes d'affichage. On organise aussi avec d'autres associations la Marche pour la vie depuis 2005 qui a lieu chaque année au mois de janvier. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, donc vous êtes invités encore une fois cette année, le 22 janvier, à venir marcher pour défendre les enfants à naître. Voilà, donc il y a beaucoup de travail et nous avons aussi une antenne d'écoute, donc je vais pouvoir parler de l'antenne d'écoute aux femmes enceintes en difficulté parce que le sujet, c'est bien ça aussi, il s'agit des femmes. J'ai vu que le sujet était le mal que la gauche fait aux femmes, donc c'est un sujet qui forcément m'intéresse puisque je suis une femme, j'espère que ça intéresse aussi les hommes et c'est un thème qui est très évocateur. Alors j'avais envie justement pour introduire ce sujet vous verrez, c'est d'une manière très ironique, je vais publiquement remercier Madame Laurence Rossignol, notre ministre socialiste chargée des familles, de l'enfance et des droits des femmes. C'est un étrange ministère, bon enfin je ne suis pas là pour parler de ce ministère-là, mais chargé des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Bon, il n'y a pas trop de droits de l'enfant là-dedans, mais bon, bref, je la remercie parce qu'elle a rendu un hommage samedi, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a parlé de tous les défenseurs de la vie. Sur France Info, elle était invitée sur France Info. Je cite, voilà ce que Madame Rossignol a dit. 40 ans après le vote de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, les anti-avortements n'ont jamais désarmé, pas une fois, pas une heure. Bon, j'ai apprécié. Je pense que tous les mouvements pour le respect de la vie qui œuvrent depuis 1975 ont apprécié cet petit hommage sympathique qui sont très flatteurs pour tous ceux qui, sans compromission, jour et nuit, se battent pour le respect de la vie. Alors bien sûr, j'ai eu des remarques quand je nous ai félicité. Une personne m'a dit « mais c'est pas possible que vous félicitiez comme ça de n'avoir jamais désarmé parce que vous n'avez rien obtenu depuis 40 ans, donc c'est pas la peine de vous battre ». J'ai répondu gentiment que ce qui était important, c'est il fallait regarder les choses positivement et moi ce que je vois de mon engagement sur le terrain, c'est qu'il y a toujours des personnes et des jeunes, surtout, ça je vous promets qu'il y a des jeunes de 15 ans, 20 ans, 25 ans qui se battent pour les mêmes valeurs que nous et pourtant ils n'étaient pas nés sous la loi
sous la loi sur l'avortement. Donc ça veut dire que les anciennes générations ont réussi à transmettre ce flambeau, et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de maintenir ce que j'appelle la flamme de la résistance. Et ça, c'est très, très important. Ça fait peut-être un peu vieux de parler de résistance, mais c'est très important qu'il y ait des personnes qui transmettent. On parlait tout à l'heure avec M. Mogendre de la transmission aussi de l'histoire, etc. Aux nouvelles générations, c'est important de transmettre cette valeur. Alors, je vais quand même vous redonner le contexte. On parlait tout à l'heure justement de Madame Rossignol, le contexte de cet hommage qui, comme vous le devinez, n'était pas du tout gratuit, malheureusement. Elle a tenu ses propos au moment où elle annonçait, donc samedi, sa décision de s'attaquer, alors ça aussi je cite, sur le plan juridique au site Provi qu'elle accuse de donner de fausses informations au sujet de l'IVG. Voilà. Donc, elle accuse directement certains sites comme SOS IVG, comme d'autres sites que je connais bien, de donner des fausses informations, alors que quand vous allez sur ce site, vous voyez qu'en fait, ces sites n'essayent que d'être dans la vérité, c'est-à-dire s'appuient sur des études américaines, des études anglaises, etc., qui montrent qu'il y a bien des syndromes, un syndrome post-avortement quand une femme a avorté. C'est réel. Donc, ce qu'elle dit est totalement faux. Bon. Donc, vous voyez aussi que ce qu'on appelle un délit numérique, c'est aussi très grave, puisque là, Madame Rossignol s'attaque directement aussi à notre liberté d'expression, à ma liberté d'expression et à la vôtre. Aujourd'hui, avec ce genre de délit, nous ne pourrons pas dire que nous sommes contre l'avortement et pourquoi nous sommes contre l'avortement, et d'exposer tout le mal, justement, que l'avortement fait aux femmes. Une personne m'avait dit aussi, alerter sur les risques de l'IVG est un devoir. Proposer des alternatives à l'IVG est un devoir. Alerter sur les risques est un devoir. Non, proposer, je vais y arriver. Proposer les alternatives sur l'IVG est un droit et alerter sur les risques est un devoir. Oui, en effet, c'est un devoir pour nous d'alerter sur les risques de l'IVG. Donc, sous le couvert d'une pseudo-liberté de la femme, c'est donc notre liberté d'expression qui est en jeu. Donc là, on vit vraiment un tournant qui est très important. C'est donc la dernière mesure, enfin j'espère que c'est la dernière mesure parce que l'année n'est pas finie jusqu'aux prochaines élections, qui est scandaleuse de notre gouvernement, qui, comme vous pouvez le voir, et ça c'est très important, continue de prendre comme cible numéro 1 l'enfant à naître. Alors là, je vous pose la question, et moi je me demande chaque matin où je me lève, je me dis, mais qu'a donc mérité cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, un enfant fragile, un enfant qui n'a pas de moyens de défense, même pas les cris d'un nouveau-né. Il ne peut pas crier, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Il est dans le ventre de sa mère, il pense qu'il est protégé. Voilà. Parce que normalement, une mère protège son enfant. Enfin, il me semble, c'est le bon sens naturel. Je m'adresse en particulier aux femmes ici et aux mères. Une femme protège naturellement son enfant. C'est inscrit dans ses gènes, c'est inscrit dans la loi naturelle. Qu'a donc fait cet enfant pour être la cible numéro 1, l'ennemi public numéro 1 de notre gouvernement socialiste? Parce que si vous regardez, et on va regarder ensemble, c'est un peu l'objectif de mon propos, si vous regardez toutes les mesures depuis que le gouvernement de M. Hollande, enfin depuis que M. Hollande a été élu, ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé des mesures contre, directement, pas pour les femmes. Il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas pour les femmes, c'est contre l'enfant à naître, contre ce tout petit. Qu'a-t-il donc mérité? Quel crime a-t-il commis, ce pauvre enfant, dans le sein de sa mère? Aujourd'hui, j'ose dire que le lieu le plus dangereux au monde ne sont pas les routes de France, ne sont pas les mers infestées de requins sur l'île de la Réunion. C'est aujourd'hui le lieu le plus dangereux, c'est triste en France, mais c'est le ventre d'une mère. Et là, comment peut-on vivre? Là aussi, je vous pose la question, comment peut-on vivre tous les jours dans ce pays en se disant que le lieu le plus dangereux au monde, c'est le ventre d'une Française? Terrifiant. Et en plus, je me dis, là je me suis encore dit, le gouvernement n'a vraiment en ce moment que cette guerre à mener, une guerre contre l'enfant à naître, vraiment. Il me semblait qu'on avait quand même d'autres chevaux de bataille que la guerre contre l'enfant à naître, mais non. Alors, puisque nous parlons de la gauche, nous allons donc voir ensemble objectivement, c'est ce qu'on va faire, quelles sont les mesures depuis 2012 qui ont été prises d'une manière radicale contre l'enfant à naître et donc indubitablement contre les femmes. Parce que c'est vrai que le titre de mon propos, ce n'était pas le mal que la gauche fait à l'enfant à naître, c'était le mal que la gauche fait aux femmes. Et du coup, je vais continuer par vous donner un point essentiel, je crois que tout le monde doit avoir en tête, c'est qu'il y a une évidence
qui est très clair, mais je crois que nombreux sont ceux qui ne veulent pas voir cette évidence, ou qui feignent en tout cas de l'ignorer, c'est que l'enfant et sa mère sont unis à jamais. L'enfant est lié à sa mère. Au lieu d'opposer sans cesse et systématiquement depuis plus de 40 ans l'enfant à naître à sa mère, parce que ça c'est le grand truc, c'est de dire la vie de l'un, c'est-à-dire celle de l'enfant, est une entrave à la liberté de bien vivre de l'autre. C'est-à-dire que l'enfant est vécu comme quelque chose d'extérieur qui viendrait dans le ventre de la maman et qui serait comme un obstacle au bien vivre de la maman. Nous, on a une antenne d'écoute à Choisir la vie. C'est vrai qu'il y a des femmes qui hésitent à avorter, des jeunes femmes qui disent « je veux avorter parce que j'ai envie de voyager ». Je fais des études, j'ai envie d'en profiter, ou j'ai reçu ça comme coup de fil. J'ai envie de faire du ski au mois de février. J'avais prévu avec mes amis d'aller faire du ski au mois de février. Donc cet enfant est un problème pour moi. Donc je préfère avorter. Et comme on me dit que de toute façon, si je ne l'ai pas aujourd'hui, cet enfant, je l'aurai dans 6 mois, ou je l'aurai dans 1 an, ou dans 2 ans quand je serai prête, on oublie de lui dire que chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique. Celui qu'elle tuera ne sera pas le même que celui qu'elle aura 1 an plus tard. Ça, on oublie de lui préciser. Donc voilà, pas de problème pour avorter. Et donc ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'une maman, une mère qui a tué son enfant ne peut pas vivre correctement. Il faut arrêter de penser que tout va bien, que c'est comme un arrachage de dents, qu'il n'y a pas de problème, que la mère n'a aucune séquelle. Je connais des femmes qui disent qu'elles n'ont aucune séquelle. Je peux vous dire que quelques années plus tard, il y en a même une 20 ans plus tard, un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome traumatique de l'avortement, s'est développé et après, elle ne pouvait plus voir de bébé dans la rue au moment de l'anniversaire de naissance, qui aurait été la naissance de son enfant. Elle le faisait des cauchemars, etc. Donc c'est le syndrome post-traumatique, ça peut arriver le lendemain, le surlendemain, mais ça peut arriver 10 ans, 20 ans plus tard, et nul ne sait. Donc il y a des femmes qui se revendiquent, qui disent que c'est extraordinaire, qu'elles n'ont aucun problème avec ça, que vraiment elles ont avorté 3 fois, aucun problème. Je dis, attendez, elles ne sont pas encore la veille de la mort, et on ne sait pas ce qui peut se passer dans leur conscience. Et d'ailleurs, vous avez une très belle sculpture, je l'ai beaucoup fait circuler sur Internet à un moment donné, qui a été sculptée par Martin Udaceka, qui s'appelle « L'enfant qui n'est jamais né ». C'est une magnifique sculpture, je vous invite à regarder sur Internet, qui a été inaugurée en Slovaquie, car le sculpteur est slovaque, le 28 octobre 2011, avec le ministre de la Santé slovaque. Et c'est une sculpture où on voit, je ne sais pas si certains l'ont vu, une mère accroupie, qui a la tête dans les mains, on sent la souffrance de cette femme, et son enfant debout qui lui tient la tête. Et ça montre, et ça c'est extraordinaire, juste par une sculpture, on comprend cette vérité simple qui est les deux sont liés. Le bonheur de l'enfant va avec le bonheur de la mère, le bonheur de la mère va avec le bonheur de l'enfant. Et moi ma profession c'est d'être psychologue, et je peux vous dire qu'en psychologie, on l'apprend dès le début, l'inconscient de la mère est lié avec l'inconscient de l'enfant. Même Freud le disait. Donc on ne peut opposer les deux, et ça je crois qu'il faut se battre contre ce discours qui est de dire c'est la mère ou l'enfant. Non, c'est la mère et l'enfant, les deux vont ensemble. Et si on oppose la mère et l'enfant qu'elle porte, alors on en vient à opposer aussi leur liberté. On parle beaucoup de liberté dans le cas de l'IVG, on ne parle que de ça d'ailleurs, les féministes ne parlent que de liberté. On parle de la liberté d'avorter de la mère contre la liberté de vivre de son enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte de l'enfant à naître. Quand on parle d'avortement, on ne tient compte que de la liberté de la femme. C'est sa liberté, c'est son droit. Mais et le droit de son enfant de vivre, tout simplement. Donc on va ériger la liberté de la femme comme un principe fondamental, alors que le principe fondamental, c'est le respect de la vie. Et si une société n'érige pas comme principe fondamental le respect de la vie, où on va ? On va. Et d'ailleurs, Jean-Paul II disait « De toute façon, la liberté de tuer n'a jamais été une liberté car elle réduit l'homme à l'esclavage. » Alors l'esclavage, j'ai retapé quand même dans le dictionnaire ce que c'était, retapé sur Internet, et j'ai lu « L'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. » On est là aujourd'hui. L'enfant est devenu la propriété de sa mère. Elle a le droit de vie et de mort sur son enfant. C'est tout simplement l'esclavage. On est réduit, notre super-civilisation est réduite à l'esclavage.
Ce que je voulais dire aussi, c'est donc que la gauche, qui se plaît donc à crier qu'elle est pour les femmes, et pour les femmes, que moi, évidemment, je suis contre les femmes, que je ne suis pas sympa, que je ne suis pas charitable envers les femmes, eh bien, si elle se plaçait vraiment du côté de la femme, elle se placerait aussi du côté de l'enfant, puisque je viens de vous expliquer que les deux sont intimement liés. Et encore une fois, c'est aussi mon expérience d'écoutante et de psychologue qui vous le dit. Mais nos gouvernements, par idéologie, en ont décidé autrement. Effectivement, vous verrez, dans les dernières mesures, dans les mesures qui ont été faites depuis 2012, le gouvernement a une obsession. L'obsession de notre gouvernement, c'est faciliter l'accès à l'avortement à toutes les femmes. Toutes les mesures qui ont été votées ont comme objectif faciliter l'accès à l'avortement aux femmes. Comme si l'avortement était l'Eldorado. Comme si vraiment toute femme, l'objectif de la vie d'une femme, c'était pas d'être soignée correctement en cas de maladie, c'était pas de, je sais pas moi, de se marier, d'avoir des enfants ou je sais pas, c'était d'avoir gratuitement, librement l'avortement. Enfin, moi, je suis estomaquée d'entendre ça. L'avortement, c'est l'Eldorado, toute femme ne rêve que de ça. Eh bien, je suis désolée, mais toute femme qui est normalement constituée, je dis bien normalement constituée, cherche à transmettre et à donner la vie et non à la détruire. Et même jeunes, on a des témoignages de jeunes qui ont donné la vie à 17 ans et qui disent « j'étais capable d'élever mon enfant, j'étais capable de porter la vie à 17 ans. Certains ont essayé de m'en empêcher, mais je peux vous dire que j'étais capable de le faire et je suis heureuse d'avoir eu mon enfant à 17 ans. Toute femme est capable de porter la vie, toute femme peut porter la vie en tout cas. Et donc, là encore, il s'agit d'une évidence. Alors, je vais vous donner très rapidement les mesures, pour que ça soit bien concret. Le 23 juillet, Gabriel en parlait tout à l'heure, le 23 juillet 2014, il y a une adoption définitive par le Parlement, et donc par une loi qui a été promulguée le 4 août 2014, la loi sur l'égalité homme-femme, qui est portée par Nadja Vallaud Belkacem, qui, dans une de ses mesures, supprime la notion de détresse. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août 2014, une femme n'a plus besoin d'être en situation de détresse, comme le prévoyait la loi Veil. Toute femme qui souhaite avorter, Gabriel l'a bien développé tout à l'heure, peut avoir accès librement à l'avortement. Elle n'a plus besoin de justification. C'est très important parce qu'à partir de là, l'avortement est devenu un droit, alors elle devait être une exception. Elle est devenue un droit. Donc maintenant, l'avortement prime définitivement sur le respect de la vie. En janvier 2016, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu la loi, vous connaissez la loi santé, qui est la loi de modernisation du système de santé, qui a été cette fois portée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Donc cette loi enfonce gravement le clou. Je cite un de ses objectifs de cette loi santé. Améliorer l'accès à l'IVG, toujours, c'est l'obsession du gouvernement, améliorer l'accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire, avec la suppression du délai minimum de réflexion pour avorter. Pareil, Gabriel en a parlé tout à l'heure, plus de délai pour avorter. On ne demande pas à la femme de réfléchir. C'est pas la peine. Possibilité de réaliser, c'est encore plus grave, possibilité de réaliser des IVG instrumentales en centre de santé et surtout, possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, les sages-femmes qui sont censées aider la femme à accueillir et donner la vie peuvent avorter les femmes. Donc c'est l'article 17, suppression du délai de réflexion. Article 31, autorisation aux sages-femmes de réaliser IVG médicamenteuse. Quand la loi a été votée, il y a Catherine Coutel, députée PS et présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée, qui a quand même osé dire qu'il n'y avait plus de temps de réflexion parce que c'était tout simplement une question de principe et de commodité. Alors moi, une question de principe de retirer le délai de réflexion, pour moi, la question de principe, c'est le respect de la vie de l'enfant. Ce n'est pas une histoire d'une semaine ou 15 jours ou je ne sais pas quoi pour réfléchir. Bon, il s'agit quand même de la mort d'un enfant, pas de réflexion. Je me pose aussi la question, comment faire un choix, comment être libre, si justement on ne nous laisse pas la possibilité de réfléchir à nos actes, si on ne laisse pas la possibilité à la femme de réfléchir à ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire tuer son enfant quand même. Si on ne lui laisse pas la possibilité de réfléchir, si on ne lui donne pas les arguments pour, les arguments contre, si on ne lui donne pas tous les risques encourus à avorter, comment est-ce qu'on peut parler de liberté ? Donc, je suis étonnée qu'on parle encore de la liberté de la femme alors qu'on ne lui donne pas tous les éléments pour utiliser sa liberté, justement.
Est-ce que c'est véritablement un bien pour les femmes d'avorter? Est-ce que vraiment c'est un bien? Vous connaissez ma réponse. Effectivement, non, parce que j'ai vu trop de traumatismes après des avortements, des femmes qui ne peuvent plus vivre, qui ne peuvent plus avoir une vie correcte, qui divorcent même. Enfin, il y a énormément de conséquences sur le plan de la famille, sur le plan des enfants, qui sont des survivants de l'avortement, pour dire que ça constitue un bien. Et en plus, je pense que c'est une négation totale de ce qu'est la femme, et surtout de comment elle l'est psychologiquement au moment où elle attend un enfant qui n'était pas, entre guillemets, programmé. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mentalité contraceptive. Une grande partie des femmes, heureusement pas toutes, mais ont une contraception. Et quand elles sont sous contraceptif, elles imaginent qu'elles ne peuvent pas être enceintes. Terminé. Donc, dans leur pensée, dans leur inconscient, dans leur conscience, terminé, elles ne peuvent pas être enceintes. Donc, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles sont ce que nous, on appelle en psychologie, sous l'effet d'un choc. C'est un choc traumatique. D'un seul coup, ça fait effraction dans leur pensée. Elles se disent, mais c'est pas possible ce qui m'arrive. Elles s'y attendaient pas. Voilà, c'est imprévisible, ça revient, c'est comme une violence, c'est quand même une violence. Elles n'avaient pas du tout prévu, elles avaient prévu d'aller au ski, elles avaient prévu autre chose. Voilà. Et alors à ce moment-là, normalement, tous les psychologues le disent, quand on est sous l'effet d'un choc, comme quand on vient de perdre un enfant, quand on vient de perdre un mari subitement, personne ne vous demande de décider, si vous venez de perdre votre mari dans un accident soudain, personne ne vous demande si vous allez vendre la maison familiale. Là, tout de suite, vous venez de perdre votre mari. Est-ce que tu vas vendre la maison familiale? Est-ce que tu vas retrouver un travail, toi qui ne travaillais pas? On est complètement sous le choc. Eh bien là, on demande aux femmes, et pour moi c'est un non-sens psychologique, on leur demande très rapidement, sans leur donner tous les éléments, etc., de décider si elles vont tuer leur enfant ou pas, alors qu'elles sont sous l'effet d'un choc. Alors au lieu d'accueillir leur tristesse, accueillir leurs doutes, de les écouter, de voir avec elles ce qui est le mieux, etc., eh bien non, on leur demande de prendre directement rendez-vous et hop, de leur créer des traumatismes, un traumatisme qui va les poursuivre toute leur vie. C'est double traumatisme pour la femme. Donc voilà, c'est ce que je dis, on ne peut pas, quand on est sous l'effet d'un choc, exercer pleinement sa liberté. Et d'ailleurs, les femmes qui nous appellent disent toujours qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Elles ont le sentiment, et c'est ça qu'elles revendiquent finalement, alors qu'il y a l'avortement, etc. Voilà, alors il y a bien, il faut que je me dépêche, il y a eu bien sûr d'autres choses, là je vous ai donné seulement quelques mesures sous le gouvernement socialiste, mais il y a eu bien d'autres choses. Il y a eu, depuis le 31 mars 2013, tous les frais d'avortement sont intégralement pris en charge par la Sécu. Depuis là, le 1er avril, non seulement l'avortement est pris en charge, mais tous les actes, c'est-à-dire biologie, échographie, tout ce qui est analyse de sang, tout ça c'est pris en charge, alors que si on décide de garder son enfant, on est remboursé qu'à 70%. Voilà. Donc sinon, si on décide de tuer son enfant, là encore une incohérence, on est remboursé intégralement. Récemment encore, c'est la dernière mesure. Il y a Marisol Touraine qui a déclaré en juillet qu'il y avait une nouvelle circulaire pour faciliter encore l'accès à l'IVG. Elle propose de simplifier et d'améliorer le parcours des femmes et de mieux informer les femmes sur leurs droits. Donc vous voyez, ça continue, juillet, là, samedi dernier, voilà, ça continue. Il y a eu l'instauration de la journée pour le droit d'avorter le 28 septembre. Donc depuis l'année dernière, le 28 septembre, c'est la journée internationale du droit à l'avortement qui a été proclamée par Marisol Touraine. Voilà, donc vous voyez, on est un peu accablés, en tout cas nous, quand on s'occupe de ce combat-là. Je vous avoue que jamais, il y a eu beaucoup de choses, même dans des gouvernements de droite où je dis qu'il n'y a pas que les socialistes. D'ailleurs, le droit d'avorter a été malheureusement voté sous la droite. Mais là, quand même, depuis 2012, ça n'arrête pas. Mais j'ai quand même envie de vous dire en conclusion, parce qu'il faut que je conclue, vu l'heure, que malgré toutes ces mesures, malgré ce drame qui continue de se jouer sans cesse, parce que c'est plus de 220 000, on est presque à 230 000 avortements par an, donc c'est là, chaque minute, toutes les minutes où je parle, là, il y a des enfants qui sont avortés. Nous ne devons pas baisser les bras. Ça, je milite depuis que j'ai 25 ans pour ne pas baisser les bras. C'est très important, sinon on arrête tout.
on en parlait déjà ce matin pour d'autres sujets, il faut continuer de se mobiliser, chacun peut à sa manière, ça j'y tiens aussi, vous pouvez tous vous engager d'une manière ou d'une autre, choisir la vie, c'est être du côté de la vie, donc c'est déjà, soyez heureux, c'est déjà être du côté de la victoire, parce que quand on choisit la vie, on est toujours victorieux, toujours. On ne voit pas toujours les fruits tout de suite, mais quoi qu'il arrive, on a déjà gagné. Donc ce qu'on vous demande simplement, c'est de vous engager d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont faire de l'écoute pour les femmes enceintes en difficulté, d'autres qui vont participer à des campagnes de tract, d'autres qui vont rédiger des synthèses d'informations, d'autres qui vont nous alerter sur l'actualité. Chacun peut. Ce qu'il faut, c'est parler entre vous, transmettre. On parlait tout à l'heure des livres qu'il fallait diffuser. On peut transmettre des livres, transmettre des informations, ne jamais baisser les bras, être toujours dans l'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, on arrête immédiatement. Donc je vous invite à rester dans l'espérance parce que accueillir la vie et défendre la vie, ça vaut la peine. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Nous avons le temps de prendre 2 questions. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Monsieur, ça en fera une. Promis, vous allez pouvoir la poser. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Oui, après Jacques. Monsieur, c'est à vous. Alors c'est bien que vous parliez de ça. C'est bien parce qu'effectivement il en existe. Plusieurs associations ont aidé Choisir la vie aussi et d'autres ont aidé à la création de ces maisons pour apporter justement une réponse positive par rapport à toutes ces mesures anti-vie des gouvernements successifs. Le souci de ces maisons, c'est justement que ces maisons n'ont aucune aide publique, aucune. C'est-à-dire que là aussi c'est un choix, attention, c'est un choix socialiste et un choix d'autres gouvernements aussi, c'est un choix gouvernemental que de décider que des subventions ne vont pas aller. Les subventions
subventions ne vont pas aller dans ces maisons-là, qui ont grandement besoin évidemment d'argent pour fonctionner et de subventions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la liberté d'avorter ou non, on n'arrête pas de nous dire « mais on est pour la liberté d'avorter ou non, la femme doit pouvoir choisir ». Encore une fois, c'est un faux choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas, puisque quand une femme, nous on en a eu sur notre antenne d'écoute, on a une femme qui est mise, des jeunes qui sont encore chez leurs parents par exemple, étudiantes, qui sont mises dehors par leurs parents. On en a eu une notamment qui m'avait marquée, parce que ses parents disaient ou tu avortes ou on te met dehors. Elle était étudiante la pauvre, elle n'avait pas d'argent, rien, elle était majeure. Cette pauvre fille, elle voulait garder son enfant, qu'est-ce qu'elle pouvait faire quoi ? Seulement avorter, quoi. Ça, c'est pas un choix. Parce qu'à côté, le gouvernement ne propose aucune solution, à part, t'es trop jeune de toute façon, et puis tes parents, ils t'ont élevé, parce que ça aussi, on a ça. Ils t'ont élevé, tu dois obéir à tes parents, du coup, va te faire avorter. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'à côté, la société civile et nous, associations qui défendons le respect de la vie, on respecte aussi entre guillemets, cette liberté de la femme, en lui disant, voilà, nous on te propose, on vous propose une maison, une place, pour pas que tu sois à la rue, comme ça, si tu veux garder ton enfant, voilà des alternatives à l'avortement. Et ça, c'est notre devoir de proposer des alternatives. Et c'est ce que je reproche aux gouvernements successifs, c'est de faire toujours plus d'avortements. Donc quand je dis que l'obsession, c'est de tuer l'enfant dans le ventre de sa mère, j'ose le dire, parce qu'il y a des exemples précis. Nous, on essaye de diffuser nos petits tracts pour aider les femmes enceintes, etc. C'est très dur, parce que c'est comme si tout ce qui était pour le respect de la vie n'était pas audible, en fait. C'est que dans un sens. Voilà. Mais c'est très bien de souligner ces maisons qui font un travail remarquable, mais qui, encore une fois, c'est tenu par des bénévoles qui ne sont pas rémunérés, et voilà, c'est un petit peu dur aussi pour eux. Voilà. Alors, comme il est de tradition, je vais faire un petit point sur l'action de Jacques Bompard à cet effet. Puis monsieur, comme vous avez posé la question, oui. Jean-Pierre Mogent tient à vous faire 2-3 mots, donc je vais le laisser ajouter quelques éléments. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas une femme, donc je ne sais pas si je suis habilité à répondre, à intervenir. Mais je voudrais répondre à la question de monsieur en livrant 3 éléments qui n'ont pas encore été évoqués. C'est pourquoi je me permets de reprendre le micro. Le premier, c'est que toutes les études montrent, toutes les études d'enquête, etc., on en parlait à midi avec Gabriel et Cécile, c'est qu'il y a dans notre pays un écart extrêmement important entre le nombre de femmes que les enfants souhaitent, c'est-à-dire quand on fait... Non, c'est l'inverse. Le nombre d'enfants que les femmes souhaitent. Oui, que les femmes souhaitent. Que les femmes souhaitent, quand on leur demande, vous voulez combien d'enfants, etc. Et puis la réalité qu'on observe, il y a un écart qui est quasiment d'un enfant. C'est-à-dire, quand on leur demande en moyenne combien elles veulent d'enfants, on est à 2,7, 2,8. Dans la pratique, on est à 2, 2,1, etc. Bon, ça, c'est un premier fait. Voilà, c'est un constat. En voyant qu'il a une conséquence considérable, c'est que le seuil de renouvellement des générations est à 2,1. Parce qu'il y a des femmes qui sont stériles, il y a des femmes qui ne se marient pas, etc. C'est-à-dire, si chaque femme n'a pas 2,1 enfants, la population diminue. À 2,7, 2,8, on assure le renouvellement des générations. Donc ça, c'est un point fondamental. Et quand on leur demande les raisons, et là, ça rejoint un petit peu la question de monsieur, une des raisons majeures, ce sont les conditions matérielles. C'est-à-dire le fait de 2 enfants, c'est la norme, passer à 3, passer à 4, voire passer à 5, on le sait tous, passer à 4 et a fortiori passer à 5, il faut changer de maison, il faut changer de voiture, la femme ne peut plus travailler, sauf cas très particulier, si elle est enseignante, si elle a un métier à temps partiel, etc. Donc ça me paraît un élément fondamental. Et puis, donc on pourrait dire, il suffit de donner de l'argent. On l'évoquait à midi, on en parlait ensemble. Je crois que le problème, il est plus général que celui-là. Et effectivement, que si on donne de l'argent, ça va peut-être contribuer à permettre à un certain nombre de femmes qui le souhaitent d'avoir plus d'enfants. Mais la question qu'on se posait, un certain nombre de pays ont tenté des politiques natalistes, en particulier la Russie. On dit, voilà, on va donner une prime pour la naissance des enfants, etc. Et au final, on ne connaît pas très bien les résultats. Ce qu'on sait pour la Russie, c'est qu'il y a peut-être eu un petit frémissement, etc. La conviction que j'ai, c'est vraiment que le problème, il y a une dimension économique, elle est importante, elle est nécessaire. Mais le plus important, me semble-t-il, c'est un problème d'ordre psychologique.
C'est-à-dire, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je reçois? De quoi suis-je l'héritier? Qu'est-ce que je transmets? Et à qui je le transmets? Et d'une certaine manière, bien soit effectivement on considère que nous ne sommes qu'une masse d'atomes, etc., que la vie s'arrête avec moi, que je n'ai pas grand-chose à transmettre. D'ailleurs, si la seule chose que j'ai à transmettre, c'est ce que j'ai fait moi, effectivement, on comprenne que ça ne représente pas grand-chose. Bon. En revanche, si je suis l'héritier plus large de valeurs d'une génération, d'une famille, etc., là, je crois qu'on a plus de choses à donner. Et je crois que sur cet aspect de l'avortement, bien sûr, mais plus largement de l'accueil de la vie, il y a à la fois un problème économique et puis il y a aussi un problème psychologique, il y a un problème de civilisation. Voilà. Est-ce que nous aimons suffisamment notre civilisation pour nous donner les moyens de la transmettre, pour nous donner les moyens de la faire perdurer, pour nous donner les moyens de se développer? Voilà. Je crois donc, ne sombrons pas dans une vision matérialiste, marxiste. Bien sûr qu'il faut donner les moyens financiers aux femmes, d'avoir le nombre d'enfants, etc. Mais aussi le problème est plus général. Qu'est-ce que nous transmettons? Et puis aussi, moi, parce que c'est mon métier, j'interviens en entreprise, voilà, je suis toujours tétanisé. Moi, je m'adresse quasiment qu'à des responsables, qu'à des cadres, etc., le conjoint, tout le monde travaille, bon, on a peu d'enfants, mais on a passé des vacances extraordinaires, etc. Je crois aussi, pour moi c'est un grand mystère, mais que je vous livre comme réflexion, je n'ai pas la solution, c'est un grand mystère, c'est que la pérennité d'une civilisation, elle repose sur les femmes, et elle repose en partie sur le sacrifice que les femmes accepteront de faire, d'une part de leur représentation sociale, d'une part de leur présence en dehors du foyer conjugal, en dehors de la famille, parce qu'elles s'occuperont de leurs enfants. Et pour moi, c'est très mystérieux. Alors, c'est un événement, je dirais, d'une profonde admiration pour les femmes qui ont fait ce sacrifice. Mais ce dont j'ai la conviction, et nous le vivons aujourd'hui, c'est que si ce sacrifice n'est pas fait, aidé par le conjoint, aidé par le père, etc., une civilisation ne peut que disparaître, et c'est ce qui nous guette. Alors, je crois qu'on peut applaudir de nouveau. Non, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Pierre, mais c'est pas grave. Je me permettrai de mettre un petit bémol à ce que vous dites, néanmoins. C'est que je pense qu'il faut pas dire nous allons vers une société économique qu'on le déplore pas, voilà, qui va vers des foyers biactifs. Et je pense qu'il ne faut pas laisser imaginer aux femmes que la maternité et le travail sont exclusifs l'un de l'autre. Parce que c'est comme ça que l'Allemagne est allée à la catastrophe. Et je pense qu'une femme peut travailler, avoir des enfants, et il faut qu'elle le sache. Parce que actuellement, acheter un appartement nécessite souvent d'avoir 2 salaires. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser imaginer que c'est exclusif l'un de l'autre. Voilà. Je l'ai dit en disant que ce qui est certain, c'est que ce sera difficile d'être cadre, de démarrer à 8h le matin, d'arriver à 10h le soir tous les jours. On le voit si vous êtes enseignant, si vous avez un travail à temps partiel, si vous êtes consultant. Oui, mais il y a des pistes de réflexion qu'on n'a pas en France et qui pourraient exister pour certains métiers comme le travail, le télétravail, etc. Donc je pense que ça aussi, un homme politique responsable devrait l'explorer.